Et je vais maintenant appeler mon ami Serge Guérin, sociologue éminemment connu sur ces questions du vieillissement, auteur de nombreux livres sur cette transition démographique. Et je vais appeler aussi les intervenants de la première table ronde à venir rejoindre la scène, en sachant que quelques-uns seront aussi en visio. Voilà. La scène est à toi, Serge. Ah, vous voyez, à chaque fois qu'il y en a un qui arrive, il faut encore plus baisser les micros. Alors, monsieur le directeur général de l'ARS, vous avez fini sur cette formule et je la compléterai. Vous savez, on disait en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Je dirais aujourd'hui, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des aînés. Voilà, monsieur. Et merci à vous. Voilà. C'était histoire de... Voilà. Honorable compagnie, je vous salue. Alors, il cherche à prendre une photo, mais évidemment, comme... C'est pas possible. Voilà. Alors, on a plein d'invités. Bah, les invités, vous venez. Alors, il faut que je donne les noms, Valérie? Oui. Ah oui, d'accord. Alors, on a Mathieu Léger. Allez-y, hein. Vous montez. On a Vanessa Sevestre. On a Jacques Dupont. On a Caroline Moreau. On a Bertrand Fougère. Mais alors, il veut se la jouer intéressant, donc il sera à distance. Vous savez, c'est les technologies. Mais il y en a d'autres encore. On a Aurélie Ravix et on a Laurent Vigueur. Et puis on aura aussi à distance Pierre Mérigot. Voilà, vous êtes tous là, c'est formidable. On va... Alors, je n'ai même pas eu le temps de dire bonjour. Et je n'ai même pas eu le temps... Alors, honorable compagnie, je vous salue. Ça, c'est pour dire bonjour. Ensuite, je remarque, Valérie, 1, qu'il y a beaucoup de monde. Ouais. 2, qu'on est en retard. Ouais. Et ça résume beaucoup la question. Il y a beaucoup de monde, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de seniors qui arrivent, et on est en retard parce qu'on est en retard. On a pris du retard. Vous voyez, donc c'était voilà. Je remarque aussi, troisième élément, que ces questions-là ne concernent pas que les vieux. Et j'en profite pour remercier, il y a beaucoup de jeunes qui sont présents, et je vois aussi, on parle souvent des gilets jaunes, il y a aussi les t-shirts jaunes. Et là, je remercie, voilà, tous les jeunes du service civique qui sont présents et qui contribuent aussi sacrément fortement à toutes ces questions-là. Alors, autre élément, tu as parlé à raison des transitions. On peut dire aussi que, je le découvre d'ailleurs, ou je le confirme depuis que je suis arrivé hier, il y a aussi une transition environnementale, une transition écologique qui est liée au réchauffement climatique. Et de ce point de vue-là, il n'est pas impossible que vos régions soient très très attractives, parce que justement, peut-être un climat plus agréable, plus facile, y compris pour des gens âgés, que dans certains coins où ça va être hyper chaud dans tous les sens du terme. Vous voyez, il y a aussi cet élément-là qui joue. Bref, nous sommes en plein dedans, et avec vous, on va essayer de tourner un peu sur ces différents éléments. Alors, j'ai dit, on a pris du retard, mais c'est pas grave, on le rattrapera ou pas, on verra. Mais en tout cas, on va essayer d'aller relativement vite et d'aller repérer comme ça un certain nombre d'éléments très très forts. Et puis, si on a du temps, on se gardera quelques questions sur la fin. Se rappeler aussi, juste pour démarrer, qu'il y a vieux et vieux, que c'est pas parce qu'on a le même âge qu'on est pareil, que les nouvelles générations... Alors j'entendais 2036, je vous rassure, c'est pas 2036, c'est bien avant. 2031, et pendant 30 ans, on va connaître une multiplication par 2,5 du nombre des plus de 85 ans. Quelque chose qu'on n'a jamais connu dans l'histoire du pays. Et ces plus de 85 ans, en soi, c'est pas grave. C'est simplement, il y a une proportion plus importante de personnes qui peuvent avoir des problématiques de santé. Donc c'est vraiment demain, tout de suite, aujourd'hui. Et donc il faut y travailler très, 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 très sérieusement. Et dans ces logiques-là, sans doute que... Alors il n'y a pas de pensée magique. La technologie ne va pas sauver, et en particulier ne remplacera pas les êtres humains, les services civiques et plein d'autres personnes pour justement travailler auprès et avec, et je dis bien avec les aînés et pas pour les aînés. L'enjeu, ça sera comment on écoute les personnes, comment on agit avec elles et comment le plus possible on les mobilise. On ne peut pas être que dans la passivité en attendant. Voilà. Donc c'est aussi. Mais tout ça, on sera certainement aidé, à savoir jusqu'à quel degré on va en discuter un petit peu, par des approches technologiques. Mais attention, pas de pensée magique. Ça ne va pas sauver le monde, mais simplement, ça peut nous permettre, sans doute, et on va le voir avec vous, sans doute de faciliter les choses. Mais encore une fois, si on ne met pas du jus de crâne et de l'huile de coude, on peut mettre toutes les technologies qu'on veut, ça ne suffira pas. Il faut de l'envie, il faut du désir, il faut du jus de crâne et il faut de l'huile de coude. Avec tout ça, on va voir comment on s'en sort. On va démarrer avec Mathieu Léger. Alors, Mathieu Léger, il va nous faire une présentation hyper sérieuse
pour qu'on comprenne bien les enjeux, les chiffres, les données, parce que comme dirait l'autre, les faits sont têtus, et si on ne connaît pas le réel, on ne peut pas agir sur lui. Il faut admettre les choses, même si elles ne nous plaisent pas, ou si elles nous plaisent, et à partir de là, voir comment on peut agir. Donc, Monsieur Léger, on compte sur vous pour avoir une vision très très forte, très très dense, très très compréhensible. Je sais que c'est un pédagogue. Avec tout ça, on va pouvoir mieux comprendre dans quelle galère nous sommes. Galère qui peut être positive comme négative. À vous de jouer. Oui, bonjour, merci. Donc c'est à moi que revient effectivement le plaisir d'annoncer les chiffres qui font peur. Donc je vais essayer d'aller vite. Alors, l'idée de cette présentation, c'est quand même effectivement de fixer un peu les chiffres à venir, mais pour replacer tout ça dans son contexte, il faut quand même faire un petit retour en arrière. Alors vous pouvez constater à l'écran l'évolution de la démographie normande depuis une cinquantaine d'années, puisque là le repère que nous avons pris c'est 1968. Et ce que vous pouvez observer, c'est que la Normandie a observé une croissance de sa population moins forte que dans d'autres régions. On pense notamment aux régions du Sud et celles de l'arc atlantique. Mais néanmoins, ce n'est pas la région la moins dynamique si on observe les Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté ou encore le Grand Est. Ce qui est important, c'est de regarder quand même déjà les premières évolutions constatées dans les différents départements. Et là, vous voyez qu'on est sur des situations assez différentes entre le Calvados et l'Eure qui ont présenté des dynamiques assez fortes, avec des croissances très importantes de leur population. En revanche, on constate dans l'Orne que par rapport à 68, nous sommes déjà en diminution de la population. Donc en fait, la transition démographique à laquelle nous allons être confrontés en Normandie, eh bien, certains territoires l'ont déjà connue par anticipation, si je puis dire. Alors, je ne sais pas comment je peux passer, mais merci. Alors cette évolution de la population, quand vous la regardez un petit peu dans le détail pour chaque département, ce que l'on constate, c'est qu'elle a été quand même globalement en augmentation dans tous les départements, donc à l'exception du département de l'Orne, je le rappelais tout à l'heure. Ce que vous pouvez observer, ce n'est pas la petite ligne en pointillé verticale, mais c'est qu'à partir de 2016, on a eu une inversion de cette tendance. C'est-à-dire que globalement dans la région, depuis 2016, la population diminue. Ce n'est pas vrai, la même ampleur n'est pas constatée dans tous les territoires, puisque dans le Calvados et la Seine-Maritime, qui sont des territoires avec les principaux pôles d'emploi, on reste sur des dynamiques assez plates ou des faux plats montants. En revanche, dans tous les autres départements, elle diminue, et c'est assez spectaculaire dans le département de l'Eure, qui pourtant avait observé, lui, une forte croissance démographique. Alors maintenant, quand on regarde un petit peu dans le détail ce qui s'est passé sur les classes d'âge. Alors vous voyez deux pyramides des âges. La première de 68 avec simplement les liserés bleus et jaunes. Et là, vous observez une vraie pyramide, c'est-à-dire qu'une base assez large avec des populations jeunes assez nombreuses. On retrouve les deux petites incises en fait qui correspondent aux générations perdues pendant les deux guerres mondiales, 14-18 et 39-45. Et puis ensuite une pyramide qui se réduit en fait au fil des classes d'âge avec des populations d'actifs un peu moins nombreuses que les plus jeunes, mais un peu plus nombreuses que les plus âgés. En revanche, quand vous regardez maintenant la pyramide des âges de 2023, elle a déjà assez nettement évolué, puisqu'on est sur quelque chose de plutôt droit, avec une très forte diminution des populations les plus jeunes, et déjà une très forte augmentation des plus âgés, puisque les 65 ans et plus, depuis 68, ont déjà plus que doublé. Donc le phénomène dont nous allons parler pour les années à venir a déjà eu lieu en partie sur le territoire. Alors maintenant, si on essaie de se projeter à l'horizon 2070, puisque c'est le jalon que se fixe l'INSEE pour ses projections de population, vous voyez que la Normandie est dans une situation assez singulière par rapport à la France métropolitaine, qui est là matérialisée par un liseré pointillé, puisque nous allons a priori observer, je dis bien a priori, puisque quand on parle de projection, il faut toujours mettre un minimum de conditionnel, on serait sur une perte de 460 000 habitants. Alors, je vous propose de regarder à nouveau les pyramides des âges, donc de 68-2023, que vous avez déjà eu sur une diapositive précédente, et puis la pyramide des âges, qui pourrait être celle de 2070. Alors, on ne la voit pas très bien, mais c'est celle complètement à droite, où le phénomène déjà observé entre 68 et 2023 s'accentue avec une régression toujours plus forte des populations les plus jeunes, qui vont devenir minoritaires parmi les classes d'âge dont nous parlons depuis tout à l'heure,
mais aussi la poursuite d'une diminution de la population des actifs, donc des personnes en âge de travailler, et donc d'accompagner les personnes les plus âgées, on va en reparler un petit peu après, et une poursuite de la croissance des populations les plus âgées qui ne va cesser d'augmenter, notamment parmi les plus âgés. Et d'ailleurs, si l'on se concentre sur les seniors, qui ici, alors c'est vrai que quand on parle des populations seniors, et notamment en termes d'accompagnement par les institutionnels, souvent on fixe la barre à 60 ans. Ici, nous avons choisi, parce que c'était l'objet d'une étude sur les retraités, de la fixer à 65. Je ne vais pas revenir sur les différentes causes de ce jalon à 65 ans, mais vous voyez que l'augmentation des personnes les plus âgées, elle est surtout très forte jusqu'à la décennie 2040, milieu de la décennie 2040, avec une augmentation de quasiment 240 000 personnes dans les 20 prochaines années, en fait, globalement. Donc c'est une augmentation très très rapide, avec ensuite un maintien de la population. Les liserés bleus en pointillés et rouges en pointillés sont des scénarios alternatifs qui reposent sur des hypothèses d'espérance de vie plus ou moins élevées. Mais ce qui est important, c'est que vous voyez que selon les scénarios, la croissance de la population la plus âgée aura lieu. La question, c'est de savoir dans quelle ampleur, mais elle aura lieu. Alors, quelques données territorialisées quand même pour les acteurs publics. Vous voyez que, quels que soient les territoires, et à l'exception du département de l'Orne, mais parce qu'il a déjà connu un vieillissement important de sa population et ne devrait plus avoir que quelques milliers de personnes supplémentaires, tous les autres départements vont observer plusieurs dizaines de milliers de personnes âgées supplémentaires à l'horizon 2070, avec des proportions plus fortes dans le Calvados et l'Eure au regard de leur population générale. Mais dans la Seine-Maritime, on est quand même sur 70 000 personnes âgées supplémentaires, 40 000 dans la Manche, 60 000 dans le Calvados, 45 000 quasiment dans l'Eure. Enfin, ce sont des proportions assez conséquentes. Et puis maintenant un regard un peu détaillé sur ce qui va se passer au sein des classes d'âge, parce que vous avez vu sur l'avant-dernière diapo que la croissance était forte jusqu'en 2040, puis qu'ensuite elle stagnait. Mais en fait, il ne se passe pas tout à fait les mêmes choses au sein des différentes classes d'âge. Vous voyez que les 85 ans et plus, donc les personnes âgées qui nécessitent le plus d'accompagnement, ne vont pas augmenter tant que ça d'ici l'année 2030. En revanche, entre 2030 et 2070, ils vont doubler. Cette population va doubler. Donc l'accompagnement de la perte d'autonomie sera un enjeu assez conséquent à partir de 2030. Même si l'ensemble de la population âgée va augmenter dès à présent et jusqu'en 2040. Alors, juste pour aussi illustrer les problématiques auxquelles on pourrait être confronté dans la région, je vous ai remis ici une carte que l'INSEE a réalisée sur la situation des offres d'emploi dans les différents territoires en France. Simplement pour... non, pardon, les offres d'emploi, c'est la diapositive qui viendra après. C'est plutôt la situation des actifs ici. Ce que vous voyez ici, c'est la baisse du nombre d'actifs à l'horizon 2050. Vous voyez que la Normandie est, avec le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté, la région qui va être confrontée à la plus grande perte du nombre d'actifs. On est à peu près sur une perte de plus de 200 000 actifs à l'horizon 2050. À titre d'exemple, aujourd'hui, il y a 1 300 000 emplois en Normandie. Donc, lorsque vous perdez l'équivalent de 200 000 actifs, vous perdez près d'un sixième de la population susceptible d'occuper un emploi. Donc, c'est considérable. Et donc, sur la diapositive suivante, vous voyez donc que cette perte d'actifs, elle va se faire quasiment, elle va s'observer quasiment dans toutes les classes d'âge d'actifs, les plus jeunes, les moins jeunes, à l'exception des plus âgés, mais vraiment, quand on dit les plus âgés, c'est vraiment les actifs en fin de carrière, donc au-delà de 60 ans, qui, eux, seront plus nombreux, mais sinon, dans toutes les classes d'âge, alors, effectivement, on peut toujours être un peu surpris de voir 14-19 ans, mais la classe des actifs, s'agissant de l'INSEE, débute effectivement à 14 ans. Dans toutes ces classes d'âge, donc, le nombre d'actifs va fortement diminuer, à l'exception des plus âgés. Et puis enfin, donc je reviens sur la diapositive que j'avais un petit peu anticipée, un petit exemple de la situation des offres d'emploi sur le territoire régional comparé aux autres régions.
Ce que vous pouvez voir, c'est que sur les 4-5 premières lignes, c'est que les offres d'emploi les plus importantes, les plus nombreuses sur le territoire régional, concernent déjà des emplois qui portent sur l'accompagnement en fait des personnes âgées, que ce soit dans le soin, dans l'animation ou toute autre thématique. Et puis, petite singularité de la Normandie, et là vous le voyez peut-être pas très bien à l'écran, mais dans les petits camemberts en fait qui figurent sur chaque région, c'est que la Normandie est la région qui est le plus en recherche d'emplois permanents et non d'emplois saisonniers par rapport aux autres régions. Donc il y a déjà en Normandie une situation de tension sur le marché du travail pour les emplois permanents plus importante qu'ailleurs. Donc ça, c'est aussi une singularité régionale qui ne fera que s'accentuer au cours des prochaines années. Bon, puis enfin, pour illustrer, voilà, quelques travaux aussi qui peuvent être faits par l'INSEE pour accompagner les acteurs publics. Donc, je vous ai remis ici une illustration de ce que nous avons fait avec la ville de Caen qui postulait au label Caen Ville Amie des Aînés et souhaitait pour cela réaliser un diagnostic de l'offre de services, que ce soit de soins ou de services de proximité, sur son territoire. Donc nous avons représenté par quartier les territoires qui disposaient... alors je vais pas rentrer dans les détails techniques parce que ça risque d'être un petit peu obscur, mais l'idée c'était de représenter quels étaient les territoires qui étaient correctement pourvus en services de proximité. Donc les services de proximité, ce sont tous les commerces de bouche, alimentaires, le coiffeur, enfin tous les services auxquels peuvent avoir recours les personnes âgées dans un rayon géographique assez proche. Et puis les services de santé, c'est évidemment les consultations médicales, la présence d'infirmiers et de kinésithérapeutes. Donc ce que vous pouvez voir, c'est que en vert, vous avez les territoires qui sont correctement pourvus en services de proximité, en bleu, ceux qui sont correctement pourvus en services de santé, et en rouge, ceux qui sont bien pourvus dans les deux catégories. Alors ce qui était intéressant sur cette carte-là, c'est que vous voyez deux petits territoires, Saint-Paul et Méridien, qui sont deux territoires où la proportion de personnes âgées est assez importante et ils ne sont pas bien pourvus, ils ne sont bien pourvus dans aucune des catégories que je viens de citer. Donc ça permettait quand même à la ville de Caen de se pencher sur les problématiques de son territoire et voir dans quelle mesure il pouvait éventuellement y remédier par des mesures incitatives qu'il leur appartient de définir par la suite. Et puis donc je vais juste passer la dernière petite série de diapositives, c'est aussi les travaux que nous avons pu mener avec les différents départements. Donc là, à titre d'exemple, la Seine-Maritime, mais nous avons déjà travaillé avec le département de la Manche, celui de l'Eure et donc celui de la Seine-Maritime, où nous réalisons aussi des projections de personnes âgées dépendantes, et ce à partir des enquêtes qui sont menées par l'adresse, notamment dans les EHPAD, mais aussi par échantillonnage à domicile, pour essayer d'identifier, vous le voyez sur le petit diagramme en bâton, l'évolution de la population âgée dépendante en distinguant la dépendance modérée et la dépendance plus sévère, ce qui peut donner une indication des moyens à mettre en œuvre, mais aussi du nombre de postes à créer sur le territoire au cours de cette période pour accompagner cette évolution de la dépendance. Et là, en l'occurrence, en Seine-Maritime, vous voyez qu'on avait estimé qu'à l'horizon 2030, il fallait un peu plus de 2000 emplois supplémentaires pour accompagner ce vieillissement. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Monsieur, à l'unanimité, on vous nomme responsable de cours. Je vous enlève le terme adjoint. Voilà. C'était très intéressant. Et puis, vous avez su aussi montrer à la fois l'aspect du nombre. Encore une fois, on ne s'inquiète pas, c'est des réalités. La question des ressources humaines. Il faut des gens en face et avec. Ah oui. Joli. Ça va ? Oui. Il faut donc des gens en face. Et puis la question géographique sur laquelle vous avez aussi insisté, parce que on vit et on vieillit pas sur Mars, quoi. On vieillit bien dans des endroits. Donc vous avez bien montré les différences et là-dessus aussi c'était extrêmement riche. Alors en clair, il y a deux choses. Un, ça ne vous appartient pas bien évidemment, mais vous voyez bien que sur les questions d'âge de la retraite, tout est dit. Donc il faudra en tirer quand même certaines conclusions. Et puis là, tous les t-shirts jaunes là. À un moment ou à un autre, il va falloir faire des gosses quand même. Voilà, il y a ça aussi. Voilà, donc tout ça, mais avec désir et en les accompagnant. Voilà. Alors maintenant, on va continuer. On parle donc de e-santé. Ok. Et ça serait bien de, parce que alors, chacun y met à peu près ce qu'il veut là-dedans. Et on va demander à Ludovic de bien vouloir nous résumer, nous expliquer de quoi on parle, de manière la plus pédagogique possible. Oui. Merci.
Bonjour à tous. Donc oui, on va essayer de faire quelque chose d'un peu simple, mais on va commencer par une définition un peu complexe de l'OMS qui définit la e-santé comme l'exploitation optimale des technologies de l'information et de la communication pour renforcer les objectifs de santé publique. Donc effectivement, ça paraît un peu vague. Donc ça englobe diverses applications, de la gestion médicale, des consultations, les outils divers et variés, même les solutions d'échange entre patients. Mais il s'avère quand même qu'aujourd'hui, selon une étude, plus de 2 tiers des Français ne possèdent pas une vision très claire de ce qu'est la e-santé. Donc pour résumer, c'est encore l'Organisation mondiale de la santé, elle dit la e-santé, c'est les services du numérique au service du bien-être de la personne. Donc c'est assez vaste, mais ça résume assez bien finalement l'objectif, quoi. Alors on voit donc sur le schéma qui est exposé ici, en fait la e-santé, c'est tout un ensemble qui englobe différents éléments. Donc il y a d'abord tout ce qui permet de faire fonctionner, donc ce qu'on appelle les systèmes d'information, qui constituent l'un des piliers fondamentaux de la médecine connectée et qui vise à informatiser, à centraliser toutes les données. Grâce à tous ces systèmes informatiques, les professionnels de santé peuvent accéder rapidement et efficacement aux dossiers des médicaux des patients et favoriser un parcours plus coordonné et surtout plus sécurisé. Donc aussi le fait de rassembler tous ces éléments grâce à des systèmes permet une meilleure communication entre les différents acteurs de santé et permettre une analyse des données pour la recherche clinique et épidémiologique. Toutefois, il est essentiel de garantir la sécurité et la confidentialité en mettant en place des mesures importantes pour protéger les informations sensibles des patients contre les cybermenaces et les accès non autorisés. On a pu voir là récemment, pour des opérateurs de téléphonie, mais régulièrement il y a aussi des hôpitaux qui sont la cible de cyberattaques. Donc après, on voit à l'intérieur, il y a tout un groupe qui s'appelle la télésanté et donc qui va regrouper différentes choses. Donc la télémédecine qu'on va détailler après, la M-santé, donc c'est la santé mobile, donc c'est tout ce qui est objet connecté, les applications de suivi de la santé que tout le monde a dans son smartphone. Donc la télésanté se positionne au cœur de la médecine numérique en proposant des alternatives novatrices pour la consultation ou la prise en charge des patients à distance. Elle intègre différents services, mais cette approche transforme la manière dont la médecine consulte son patient et permet de s'astreindre des difficultés géographiques qui peuvent se poser sur le territoire. Et ça permet aussi un accès plus équitable aux soins. Donc les outils de télémédecine tels que les applications mobiles sécurisées, les dispositifs permettent de monitorer aussi des paramètres vitaux, d'échanger des données, d'établir des diagnostics. Donc on va essayer d'expliquer ce que c'est que la télémédecine. Donc ça représente 5 notions. Donc la téléconsultation. Donc ça, c'est le fait d'avoir une consultation à distance entre des professionnels médicaux. Donc médicaux, c'est un médecin, c'est une sage-femme, un chirurgien dentiste. Donc c'est très clair. Et son patient via une technologie qui permet de l'échange comme un smartphone ou une tablette. Donc il est recommandé que ces téléconsultations soient réalisées en vidéotransmission. Il y a une variante, la téléconsultation assistée, où le patient est assisté d'un soignant, typiquement une infirmière ou un pharmacien. Il y a la téléexpertise. Ce qu'il faut bien noter dans la téléexpertise, c'est la notion où il n'y a pas forcément la présence du patient et elle n'est pas faite de manière simultanée. On dit asynchrone. Donc c'est pas fait dans le même temps. Il n'y a pas besoin du patient, ni c'est fait dans le même temps, contrairement à la téléconsultation. La télésurveillance, ce qui permet de surveiller un patient à distance avec un dispositif adapté. La téléassistance, qui permet qu'un professionnel de santé soit assisté par un autre. Et puis dernièrement, il y a la régulation médicale, donc, que vous connaissez tous, le SAMU et les centres 15.
il y a une sous-branche qui s'appelle le télésoin. Donc c'est un peu l'équivalent de la téléconsultation, mais pour les patients, pour les professionnels auxiliaires médicaux. Donc en tout, il y a 18 professions qui sont autorisées à réaliser du télésoin. Je vais accélérer. Donc oui, rapidement, les enjeux et les défis, c'est mieux répartir les ressources médicales, faire face aux déserts médicaux, prendre mieux en charge la croissance des maladies chroniques qui explosent ces derniers temps. Répondre, c'est un peu l'objet de la visite aujourd'hui, c'est de répondre au vieillissement de la population. Et rapidement, donc, où on est aujourd'hui, les gros défis, c'est l'interopérabilité des systèmes. Pour ceux qui utilisent déjà du numérique, c'est complexe, parce que les solutions ne communiquent pas forcément entre elles. La protection des données, ça peut paraître parfois difficile pour vous d'utiliser telle ou telle application parce que ça vous demande beaucoup d'informations, mais ça permet de sécuriser. Et la formation des professionnels. Aujourd'hui, beaucoup de professionnels de santé ne sont pas forcément formés au numérique. Juste pour rappel, donc le top 3 de l'utilisation du numérique aujourd'hui, c'est prendre des rendez-vous en ligne avec des spécialistes, prendre des rendez-vous en ligne avec des généralistes, et l'utilisation d'applications type suivi de poids, des choses assez simples sur des applications. Dernier chiffre, donc on dit que la téléconsultation aujourd'hui, c'est très utilisé. En fait, ça représente que 3,7% de l'activité des généralistes. Donc, il y a encore du travail. Voilà. Merci beaucoup. Et vous méritez beaucoup plus que 3,7 sur 20 pour votre intervention. Merci. On va demander à Jacques Dupont de témoigner de manière très très concrète sur justement comment ça marche. Merci Serge, merci à tous d'être venus aujourd'hui. Tout à l'heure, et je vais illustrer les propos de mon collègue, tout à l'heure nous parlons que bien vieillir, c'était bien se soigner. Encore faut-il avoir accès aux soins. Et au Médis, nous nous situons à la fois dans ce carrefour de l'innovation et dans la e-santé sur le champ de la téléconsultation assistée et augmentée. Alors l'innovation, elle ne réside pas simplement dans l'utilisation des outils connectés ou de la technologie, elle réside aussi dans un modèle d'organisation. Ce modèle d'organisation étant respectueux d'un écosystème sanitaire et social d'un territoire. Donc ça veut dire que nous ouvrons des cabinets de télémédecine territoriaux. Ce sont des organisations territoriales de télémédecine qui vont permettre l'accès aux soins pour ceux qui n'ont plus accès aux soins et notamment pour ceux qui n'ont plus de médecins traitants. Donc ces cabinets médicaux accueillent des médecins généralistes sur leur temps résiduel médical et ces médecins généralistes du territoire vont consulter des patients du territoire. Donc ça c'est la première innovation respectueuse de la réglementation et ça c'était important pour nous au-delà des outils connectés d'avoir de l'innovation dans les modèles d'organisation et cette organisation est donc territoriale. Elles se font aussi, elles participent à un écosystème et du coup nous travaillons en collaboration avec l'ensemble des acteurs sanitaires et sociaux pour s'inscrire dans cet accès aux soins primaires. Donc nous téléconsultons dans un maillage territorial et dans les territoires qui sont effectivement qu'on appelle des territoires en désertification médicale. Donc le cabinet médical où les médecins téléconsultent vont téléconsulter des patients qui se rendent dans des salles de téléconsultation, dans des relais santé qui peuvent être des EHPAD, qui peuvent être des pharmacies, qui peuvent être des MSP, en fait, et qui vont contribuer aussi à conserver ce tissu rural tellement important et cher à une population et à un territoire pour qu'il puisse conserver son identité. Donc l'idée, ce n'est pas de délocaliser la médecine, mais c'est d'amener la médecine générale auprès des patients qui en ont le plus besoin. L'innovation, elle réside aussi, et notre interlocuteur en parlait, dans la téléassistance, c'est-à-dire que
que le patient n'est jamais seul, il est toujours assisté d'un professionnel de santé qui va permettre à la fois de le rassurer, de l'accompagner dans cette nouvelle approche de la médecine générale, et le médecin lui-même, à l'autre bout des objets connectés, va pouvoir compter et s'appuyer sur ce téléassistant pour notamment la manipulation des objets connectés comme le stéthoscope, l'otoscope, le dermatoscope ou d'autres outils synchrones qui vont permettre le meilleur diagnostic possible pour la téléconsultation. Donc nous, notre objectif, c'est de s'associer au tissu local, à l'écosystème, pour permettre aux gens qui n'ont plus accès aux soins, eh bien, cet accès aux soins primaires qui va leur permettre ensuite d'aller plus loin. Un point très important dans le respect de la réglementation, c'est que nous suivons les médecins du territoire, puisqu'en fait ce sont des cabinets médicaux par exemple, nous avons ouvert le cabinet médical de Caen, qui répond donc aux patients sans médecin traitant sur l'ensemble du territoire. Et tant que l'idée aussi de l'innovation, c'est de pouvoir travailler en collaboration avec les acteurs locaux, et les patients qui n'ont pas de médecin traitant sont suivis par les médecins téléconsultants tant qu'ils n'ont pas recouvré un parcours de soins classique. Et là, l'idée, c'est de travailler évidemment avec les CPTS, avec l'ensemble des autres professionnels pour permettre à ces patients qui en ont souvent besoin, et je pense notamment à des pathologies de type hypertension ou diabéto, de retrouver un parcours de soins. Merci beaucoup, Jacques. On l'applaudit aussi quand même. Alors, petit changement dans le programme, et je le dis pour Caroline qui était prête déjà à se précipiter. On se fera un tout petit peu de temps, on va un tout petit peu inverser parce que Bertrand Fougère, ça va être vraiment compliqué, il a un impératif après. Donc on va passer sur les 3 intervenants autour de la stratégie nationale pour développer l'innovation en santé, et ensuite on revient vers vous, chère Caroline. Alors je vais demander donc, Bertrand, il est à distance, j'ai demandé à Aurélie de bien vouloir nous rejoindre, et puis on a avec nous aussi Laurent. Et donc les 3, l'idée ça va être de nous raconter un petit peu où on en est de cette stratégie nationale et comment la décrypter. Et j'ai demandé d'abord au président, oui, il est président de plein de trucs aussi, mais là c'est au professeur Bertrand Fougère de bien vouloir prendre la parole à distance. Et donc après la e-santé, il y aura la e-intervention, le e-professorat, le e-conférence, le faudrait que t'arrives. Le tout. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? La réponse est oui. On te voit moins bien. Super. Moi, je te vois de dos, Serge. je vois ton dos, donc... Ma chevelure. Et ta chevelure, oui, exactement. À toi de jouer. Merci à tous, merci à toutes les équipes du Gérontopole Normandie d'organiser cette journée. Alors, je suis désolé, oui, de ne pas avoir pu passer le pont justement de Normandie et aller jusqu'à Saint-Lô. J'avais d'autres impératifs dans la journée qui m'empêchaient de faire la route, mais j'écoute les échanges depuis tout à l'heure et c'est vraiment très riche. Donc merci beaucoup pour tout ça, et désolé de perturber aussi le programme. On m'a demandé aujourd'hui de vous parler. Alors je suis donc Bertrand Fougère, je suis professeur de gériatrie à la faculté de médecine de Tours. Je suis responsable du pôle vieillissement du CHU de Tours, qui correspond à toutes les unités cliniques que vous pouvez imaginer dans un service, enfin dans des services de gériatrie. Et puis j'ai une casquette donc au ministère de la Santé, puisque je copilote un grand défi qui s'appelle le grand défi dispositif numérique, dispositif médico-numérique et bien vieillir. Et c'est de ça dont on m'a demandé de vous parler aujourd'hui. Alors je vais partager mon écran. Tac. Ok, est-ce que vous voyez mon écran correctement? Parce que moi je ne vous vois plus, alors je veux juste que vous me passiez un oui. C'est bon. J'espère que c'est bon. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Allez, on crie tous. Oui. Bon, ça doit être oui. J'y vais. Oui.
Merci beaucoup. Alors, ça part du constat, des grands dispositifs médicaux numériques et bien vieillir, de toute l'évolution démographique dont vous avez déjà parlé. Et donc, le ministère de la Santé a décidé de mettre en place 2 grands défis. Un grand défi sur la santé mentale dont je ne vous parlerai pas et qui est copiloté par un autre de mes collègues qui est professeur de psychiatrie à Clermont-Ferrand. Et donc, moi, je copilote avec le docteur Lynn Farah le grand défi dispositif médico-numérique et bien vieillir. Et donc, ce dispositif, ça a été mis en place depuis 1 an, puisque c'était en novembre 2023, avec l'idée de se dire, ce qui a déjà été aussi un peu dit précédemment, que à la fois la population âgée allait augmenter, que potentiellement les ressources humaines, à la fois en soignants et non soignants, mais en tout cas qui accompagnent aussi le vieillissement, n'allaient pas forcément augmenter de façon exponentielle, et qu'il y avait aussi un virage du numérique qu'il fallait absolument qu'on prenne et qu'on cadre pour justement permettre de répondre aux besoins populationnels. Donc, ce qu'on a essayé de mettre en place depuis novembre dernier, c'est déjà travailler cette note de cadrage et faire toute une revue de la littérature, de ce qui pouvait un peu exister à la fois au national et à l'international. On a travaillé sur un guide d'entretien pour pouvoir mener des entretiens avec des parties prenantes. On a mené 153 entretiens sur le premier semestre de l'année 2024. Pour en fait dégager 4 axes de travail dont je vais vous présenter par la suite pour mener ce grand défi qui doit durer 3 ans. Et donc mener cette stratégie d'action en 4 axes. Et puis au mois de juin 2024, on a mis en place un comité d'experts qui est beaucoup extérieur, j'allais dire, au grand défi, mais pour nous donner un avis. Et ce comité d'experts, il est composé de plusieurs parties prenantes et bien au-delà du monde de la santé. Alors l'axe 1 qu'on a identifié au terme de nos entretiens, c'était de se dire que déjà, en fait, c'était difficile dans notre écosystème de cartographier en fait ce qu'il existait sur les territoires. Et c'est vrai que si on va d'un territoire à un autre, on se rend compte qu'il y a des startups qui développent des dispositifs numériques et bien vieillir à droite et à gauche, et sans qu'on ait une visibilité un peu nationale sur ce qu'il existe. Donc l'axe 1, il est centré sur ça, c'est-à-dire de référencer à la fois les acteurs déjà présents sur les territoires, à la fois les acteurs industriels, mais aussi les acteurs académiques et autres qui travaillent autour du dispositif numérique et bien vieillir, et aussi, dans le même temps, sur cet axe 1, recenser les besoins à la fois des acteurs du domicile, à la fois des acteurs institutionnels, des établissements sanitaires et médico-sociaux, puisque l'idée, c'est quand même de pouvoir répondre aux besoins des acteurs. L'axe 2, et là aussi, c'était un axe qu'on souhaite travailler et qu'on souhaite travailler justement, on discute avec les gérontopôles, en lien avec les gérontopôles, c'est l'évaluation, c'est de se dire, c'est bien beau qu'on mette en place des dispositifs à droite et à gauche pour le bien vieillir, mais à un moment, il faut qu'on arrive à les évaluer et qu'on ait un cahier des charges aussi de ces évaluations et comment on va évaluer ces dispositifs médicaux numériques pour le bien vieillir. L'axe, je fais un point un peu précis sur l'action 2.2, puisque l'action 2.2, elle va faire lieu à un appel à projet, parce que l'idée, c'est de pouvoir générer aussi des preuves cliniques et médico-économiques de ces actions sur le numérique et le bien vieillir. Et donc, il va y avoir un appel à projet qu'on va probablement annoncer dans le mois de décembre, et je fais un peu de teasing sur le Conseil numérique en santé qui aura lieu le 3 décembre prochain à Paris, et sur lequel, pour le coup, il va y avoir 2 ateliers sur ce grand défi, et sur lequel on parlera aussi de cet appel à projet. Donc vraiment travailler sur les évaluations de ces dispositifs et ensuite avoir une plateforme d'aide au choix qui permettrait aux gens et aux acteurs de choisir le dispositif numérique qui leur convient. Le 3e axe, et là il est plus, j'allais dire, pour les industriels eux-mêmes, c'est que si les usagers sont un peu perdus sur l'utilisation des dispositifs et lequel ils doivent prendre pour le coup repérer la chute ou accompagner leur autonomie à domicile, on se rend compte que les industriels, eux, ils sont complètement perdus sur les circuits de financement et comment, en fait, justement, leur entreprise et le développement de leur solution peut être accompagné. Et donc, l'axe 3 qui est ressorti de l'ensemble des entretiens, c'est la prise en charge
et le financement. Et donc là, avoir vraiment cartographié le parcours de financement pour aider justement les entreprises à avoir des financements corrects qui leur permettent justement de se développer. Et alors, le quatrième axe qui est arrivé là-dessus, puisqu'en fait, après vouloir recenser les acteurs, les besoins et les solutions, savoir comment on va les évaluer et travailler un circuit de financement, et ben, le quatrième axe qui était aussi indispensable, et ben, c'est forcément la formation. Parce qu'on peut avoir la meilleure technologie du monde qui, en plus, peut être évaluée, efficace, etc., avec un impact médico-économique. Si on n'a pas la formation des usagers, à la fois les professionnels et les acteurs eux-mêmes, et bien en fait, la technologie, elle ne sera pas utilisée, elle sera dans un tiroir ou dans un placard, et donc elle sera complètement inutile. Donc, il faut qu'on travaille ce quatrième axe, qui est l'axe de la formation des usagers et de l'ensemble des professionnels du vieillissement. Alors j'ai essayé de rattraper le temps assez rapidement. J'en profite puisque j'ai la main et que en plus j'ai l'écran, et donc je fais un petit teasing puisqu'on en parlera aussi à Tours, et Serge sera présent à Tours pour parler pas forcément de numérique, on le fait intervenir sur d'autres choses, mais en tout cas je serais heureux aussi de vous accueillir de Saint-Lô à Tours pour venir aux Journées Vieillissement et Maintien de l'Autonomie. Merci beaucoup pour votre attention. Alors, je ne vous entends pas. Oui. On va réutiliser celui-là. Merci en tout cas à toi. Je ne savais pas que tu avais aussi la casquette d'Office du tourisme pour Tours. Donc c'est très bien, c'est très large. Et je retiens surtout le dernier point. Tout, c'est important, mais évidemment, on peut avoir toutes les technologies du monde, et on le sait bien, on l'a vu, il y a plein d'exemples où ça finit dans un tiroir. Donc la question, c'est tout de suite la question de l'accessibilité et de l'utilisation. Donc, je vais redire un mot tout bête, de l'usage. Et donc c'est important de revenir sur l'humain ou de pas l'oublier. À propos d'humain, on va passer à une humaine, et avec Aurélie. Et pareil, de manière très 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 concrète, c'est finalement comment cette déclinaison nationale, elle arrive sur la Normandie. Bonjour à tous. C'est vrai que je change toujours mon discours au dernier moment. Je me suis vachement imprégnée de ce qui s'est passé avant et des échanges que j'ai pu avoir ce matin. Et comme on l'a dit, on en a fait le constat, en fait, nouveaux problèmes égale nouvelles opportunités. Moi, je suis vraiment une grande optimiste. Je vois toujours le verre à moitié plein. Et comme on l'a dit et tout le long des interventions, c'est que chacun a son rôle à jouer. C'est-à-dire qu'effectivement, il y aura les universitaires avec les chercheurs, chercheuses qui au quotidien vont trouver des nouvelles façons de répondre à des problèmes. On a les industriels qui forcément font partie du monde socio-économique, et on a aussi des startups qui cherchent à répondre à un nouveau problème. Mais derrière tout ça, on l'a très bien dit, une innovation, ça veut tout et rien dire. Si on cherche pour chercher et qu'on répond à aucun besoin, alors on a perdu. Donc en fait, cette approche par design, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, et je dis pas uniquement chez BPI France, je dis au sens de la région Normandie. Je suis normande d'adoption, moi ça fait seulement 2 ans que je suis là parmi vous, et en fait, waouh, j'étais bluffée quand je suis arrivée, parce que tout le monde cherche à répondre à ces problématiques, et tout le monde, ce sont la région Normandie, ça va être l'ADN au niveau du financement, ça va être les pôles de compétitivité, ça va être l'incubateur, ça va être la cellule de Valo, bref. Et maintenant, parce que visiblement le terreau est plus que favorable. Et maintenant, ne vous inquiétez pas, moi je vais volontairement m'orienter sur le financement, il y en aura encore. Pourquoi ? Parce qu'on arrivera toujours à trouver une solution quand on va répondre à un vrai besoin. Là, la problématique, on l'a, elle existe, l'énergie, vous l'avez, et nous on est vraiment très facilitateurs dans ce que vous pourrez faire demain. Et pour ça, on a une déclinaison nationale. Volontairement, on a déjà eu énormément de chiffres, je ne vais pas décortiquer les différents appel à projet qu'il y a, vaste sujet, et très bonne idée d'ailleurs de cartographier tout ce qui peut exister, mais ça fait que changer, on a des nouveaux appels à projet au fil de l'eau au quotidien. En fait, moi, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est vous avez un projet, vous avez l'énergie pour le porter, vous répondez à un besoin, alors allez voir vos interlocuteurs régionaux. On fait un super travail en cordée au quotidien, vous avez des super experts à disposition qui ont ce temps-là, et en fait, au lieu de tout apprendre par cœur, nous on saura exactement vous dire pour tel projet, tel besoin, telle typologie d'entreprise, à quoi vous pouvez prétendre. En tout cas, c'est avec une grande humilité la mission qu'on essaie de porter au quotidien avec les chargés
projets à faire au niveau national et régional. Et régional, je peux que vous orienter vers vos interlocuteurs principaux pour tout ce qui va être France 2030 régionalisé. En quelques mots, si jamais France 2030 est un mot que vous n'avez pas encore entendu, c'est de l'argent qui a été mis sur la table par l'État et également par les régions pour arriver à répondre aux gros enjeux stratégiques de demain. Spoiler, la santé, le numérique, ça fait partie des enjeux qui sont en plein cœur de cible. Et il y a un mix subvention avance récupérable puisque ce sont des nouveaux projets, comme je le disais, des nouvelles solutions, des nouveaux besoins. Donc forcément, on a cette part de risque qu'on va venir prendre aux côtés des entrepreneurs. Et c'est un peu le cœur de nos missions aujourd'hui. Donc vraiment, une chose à retenir, venez nous voir et ayez des projets. Merci beaucoup. Oui, on peut l'applaudir. La seule chose importante au-delà des 630 millions, c'est que la mesure numéro 21 du plan Ma Santé 2022 prévoit l'accompagnement des ESMS. Chose importante parce que les ESMS étaient un petit peu, alors je dirais pas le parent pauvre par rapport au sanitaire, c'est pas du tout le terme, même si dans toutes les conversations que vous avez entendues ce matin, on parle de patients, alors que dans les ESMS, on va parler de résidents, d'usagers, bénéficiaires. Mais c'est une approche, je dirais, où on a voulu faire dans les ESMS que l'on a fait dans le sanitaire. On est en train de récupérer le retard, si retard tenté il pouvait y avoir, mais l'enjeu de ce programme et surtout l'ambition, c'est d'équiper les établissements, alors EHPAD aujourd'hui dans le couloir PA, enfin personnes âgées, mais on va parler de tous les secteurs, notamment dans le domicile également, où on peut aider financièrement à acquérir ou mettre en conformité les systèmes d'information des établissements. Et l'important de ça, c'est que c'est pas uniquement pour l'établissement, parce que le cœur du problème, c'est le résident, c'est le bénéficiaire, c'est l'usager. C'est qu'est-ce qu'on fait de ces données, qu'est-ce qu'on fait de ces informations que l'on peut récupérer pour le bien-être du bénéficiaire. On peut passer sur... C'est pas moi qui prends du retard, hein. Alors, donc, effectivement, le calendrier global, le directeur général vous en a parlé. Point important pour les établissements qui ne sont pas encore rentrés dans le programme ESMS et qui le souhaitent, 2025 sera la dernière année. Donc, j'encourage dès le mois de janvier, de venir se rapprocher de l'ARS pour éventuellement voir comment on peut les aider à acquérir un système d'information dit digne de ce nom, référencé Ségur. Derrière déjà ce terme de seniors, de personnes âgées, de retraités, on ne peut pas donner une seule typologie de personnes. Derrière tout ça, il y a vraiment des réalités très variées. Alors certes, aujourd'hui, les plus de 70 ans sont particulièrement touchés par ce qu'on va dire l'exclusion numérique, donc l'éloignement du numérique. Concrètement, 40% des 70 ans et plus n'utilisent pas Internet, mais comme vous, je vois plutôt le verre à moitié plein, c'est qu'en 2015, 62% des plus de 70 ans n'utilisaient pas Internet, donc ça continue à progresser aussi avec cette pyramide de l'âge qui vieillit. On peut aussi dire que 64% des retraités ne sont pas en situation d'électronisme, donc voilà, c'est quand même plutôt quelque chose de positif. Alors certes, aujourd'hui en Normandie, si on prend l'ensemble des accompagnateurs de la médiation numérique, on compte parmi eux les conseillers numériques, anciennement conseillers numériques France Service, ça doit vous évoquer quelque chose. Et donc on a à peu près 150 conseillères numériques en exercice en Normandie. Et si on prend les chiffres de leur accompagnement, aujourd'hui, en effet, 54% des personnes accompagnées par ces conseillers numériques sont des personnes de 60 ans et plus.